Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir donc cette séance. D'abord la désignation donc, du secrétaire de séance, Alexandra. Ok, merci. Je vais procéder donc à l'appel nominal des conseillers municipaux. Monsieur Edgar Barbe. Monsieur Jean-Michel Brard, présent. Monsieur Daniel Breton. Présent. Monsieur Samuel Chérel. Madame Christine Crogueil-Barrault. Monsieur Philippe Deveille. Madame Brigitte Dierix. Présent. Monsieur Nicolas Engelstein. Monsieur Paul-Éric Philly. Présent. Madame Brigitte Friès. Madame Christelle Gaëtan-Hulas. Florent Gendreau qui me donne pouvoir. Madame Anne Goudy. Monsieur Bruno Gris. Madame Corinne Guignard. Excusez-moi. Monsieur Joël Herbin. Monsieur Antoine Hubert qui donne pouvoir à Madame Guignard. Madame Claire Hugues. Présente. Monsieur Yves Carboriou. Présent. Monsieur Jean-Claude Landron. Monsieur Yvon Le Duron. Madame Donatienne Leparoux. Madame Agnès Lusseau. Madame Marie-Paul Marié. Madame Patricia Michel. Monsieur Jean Montaville. Madame Alexandra Nicole. Monsieur Patrick Prin. Madame Isabelle Rondineau de Gênes. Monsieur Rousseau qui donne pouvoir à Madame Donatienne Leparoux. Monsieur Artax-Acagnan qui donne pouvoir à Edgar Barbe. Madame Dolores Thibault. Et Madame Christiane Van Gotem. Donc les conditions du quorum étant remplies, et donc il n'y a pas de sujet. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 novembre 2021. Par mail du 15 décembre dernier, M. Rousseau demande que soit retranscrit au procès-verbal du conseil municipal du 23 novembre 2021 un échange entre M. Hubert et M. Montaville au sujet des risques engendrés par le choix de lieu du projet de parc sportif, page 16, entre l'avant-dernier et le dernier paragraphe. M. Hubert évoque une sortie de camion suffirait. M. Montaville répond « Un avion peut aussi descendre ». Oui, oui, bien sûr. Cette observation sera mentionnée au procès-verbal du présent conseil municipal, conformément au règlement intérieur. N'ayant reçu aucune autre observation, je procède donc à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 novembre dernier en intégrant cette demande, la demande de M. Rousseau. Qui est pour ? Qui est contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Vous avez donc les documents déposés sur table, donc l'ensemble des décisions en application des délégations qui ont été confiées à moi-même par le conseil municipal. Je vous propose d'ouvrir le déroulement du conseil municipal avec le point 1, le budget primitif 2022. Et je passe la parole à Madame Hugues. Bien, le budget primitif 2022 du budget général était en annexe numéro 1. Le budget primitif 2022 du budget principal est conforme aux orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal du 23 novembre dernier. La section de fonctionnement s'élève à 18 169 000 € en dépenses réelles, au lieu de 17 731 000 € en 2021, et à 21 352 000 € en recettes réelles, contre 21 112 000 € l'année passée. Compte tenu des opérations d'ordre, notamment les dotations aux amortissements pour 1 290 000 €, le virement à la section d'investissement se situe à 1 893 000 €, contre 2 191 000 € en 2021. Au niveau de la fiscalité locale, un maintien des deux taux relatifs au foncier, celui de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires ne peut être modifié, a été intégré afin de respecter les engagements politiques de la campagne. Compte tenu des éléments connus à ce jour et avant le vote de la loi de finances, les recettes prévisionnelles issues des dotations des taxes et recettes fiscales se révèlent relativement prudentes à l'instar des exercices précédents. En ce qui concerne les recettes spécifiques et non négligeables du produit des jeux issus du casino et des droits de mutation, ceux-ci ont été notablement réévalués afin de tenir compte des réalisations 2020 et des estimations 2021. Les frais financiers qui s'élèvent à 160 000 € en diminution résultent de la baisse de l'encours de la dette et du niveau toujours relativement bas des taux d'intérêt sur les marchés financiers. À noter que l'encours de dette se situera autour de 10 500 000 € fin 2021 en fonction du taux de réalisation des investissements. Concernant la section d'investissement, elle s'équilibre à hauteur de 14 310 000 €, dont 9 090 000 € de dépenses d'équipement. Ce montant est conforme au programme d'investissement prévisionnel présenté lors du conseil municipal précédent. Au regard du débat d'orientation budgétaire, la somme de 500 000 € a été intégrée en dépenses et en recettes d'emprunt, de manière à pouvoir rembourser en fonction de nos excédents de trésorerie un emprunt souscrit fin 2007
puis un second en 2011 et fonctionnant comme une ligne de trésorerie pour réduire le niveau des frais financiers. Cela n'a pas d'impact budgétaire et permet seulement de gérer au mieux notre trésorerie. Une somme a été également intégrée en dépenses et recettes en opérations patrimoniales afin d'assurer le paiement des avancées à compte aux sociétés bénéficiaires de marchés publics dans le cadre du soutien économique aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. À noter que les investissements de renouvellement, voirie, trottoirs, travaux de proximité disposeront d'un crédit budgétaire de 3 500 000 € en 2022, soit un niveau supérieur aux exercices antérieurs. La commission des finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver le budget primitif 2022 du budget principal, section de fonctionnement et section d'investissement par chapitre. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Guignard. Alors, sur le fond, moi je vais intervenir sur le fond du budget. Nous déplorons, comme chaque année, l'absence quasi complète d'investissement pour les énergies renouvelables. Là encore, comme le logement social, Pornic ne sera pas capable de tenir les objectifs en la matière, ces objectifs qui sont fixés par la loi de 2015, la loi pour la croissance verte et la transition énergétique. Alors, je rappelle que l'un des objectifs de cette loi est qu'à 2030, la part des énergies renouvelables soit portée à 32% de la consommation énergétique finale et à 40% de la production d'électricité. Alors, c'est vrai, Pornic signe des chartes, il va chercher des labels, Terre Saine, etc. Mais alors, quid des objectifs? Nous disposons d'une conseillère régionale, vice-présidente aux énergies renouvelables, donc une expertise. Est-ce à dire que contrairement aux autres communes de l'agglo, Pornic ne porte pas sa part de responsabilité en la matière? Est-ce à dire que vous affichez des intentions sans les mettre en application? Là encore, comme pour la loi SRU, vous allez exposer la ville à des amendes et des poursuites judiciaires. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, monsieur. Oui, si vous ne répondez pas à la première, j'ai une petite précision sur le fond, là, sur la non-volonté de budget de croissance verte. Là. Et, on le voit notamment avec la tribune de foot, où on prévoit royalement 70 mètres carrés de panneaux solaires. Et puis, on le voit sur la sobriété énergétique, rien trop de prévu dans l'isolation des bâtiments publics. L'éclairage public, on avance peu, et notamment sur la gestion de l'éclairage, sur les formes d'éclairage économe en énergie, et sur l'extinction d'éclairage quand on n'en a pas besoin. Et puis je ne parle même pas des éoliennes, parce que c'est un petit peu comme les poubelles, c'est toujours pour les autres. Alors, sur une question de forme aussi, comme on le fait savoir chaque année pour la commune et comme pour l'agglo, on ne dispose pas de budget annexe par investissement structurant et par équipement. Et c'est un vrai manque en termes de gestion analytique et d'anticipation. D'autant que ces équipements neufs, il est aisé de le faire en inscrivant les provisions pour les GER, un gros entretien de renouvellement. Et la durée d'amortissement du bâtiment et par type d'investissement de matériel. Voilà, là, on va mettre en route plusieurs investissements. Sur l'agglo, il y a le VIP, mais il y a aussi la salle du client pour la commune. Il y a le tennis et ses vestiaires et son accueil. Il y a la cuisine centrale. Et tous ces investissements, dans les documents, il est difficile de s'y retrouver. Et la lecture du citoyen mériterait mieux quand même. Et sans cette lecture analytique que de nombreuses collectivités mettent en place, rien ne pourra être anticipé et suivi. Ce n'est pas de la bonne gestion. Et l'on va au-devant de problèmes sur le long terme. Il faut penser à vos successeurs, monsieur le maire. Oui, merci. Tu veux répondre, Claire? Bien, parce que j'ai l'impression de
de faire un débat un peu identique à ce qu'on a eu au débat d'orientation budgétaire, parce que effectivement, sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, on fait quand même des choses. Enfin, on va entamer la rénovation d'abord, dans la mandature passée, on a perpétuellement rénové nos bâtiments divers et variés. On va entamer la rénovation de la salle du Clion, on va entamer la rénovation du cinéma Saint-Gilles. On vient de terminer des travaux au bâtiment du Relais Saint-Gilles. On a, dans la mandature passée, changé un grand nombre de systèmes de chauffage dans nos bâtiments. Contrairement à ce que vous dites, on effectue du relamping sur notre réseau de lampadaires. Donc, en fait, systématiquement, dans nos investissements de renouvellement, on a la rénovation énergétique en particulier de nos bâtiments pour en améliorer justement la consommation, parce que le premier élément, c'est de consommer moins d'électricité. Voilà. Quant à la référence, je n'ai pas compris avec mon poste de vice-présidente à l'aglo, parce que je ne pense pas qu'on va mettre de vice-présidente à la région en charge des dossiers maritimes, parce que je doute qu'on mette des éoliennes en baie de Bourgneuf qui ne seraient pas efficaces. Et en plus, ce n'est pas de notre compétence. Donc, aucun rapport. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je passe au vote. Qui est pour le budget? Qui s'abstient? Qui est contre? 5 contre. Merci. Admission en non-valeur. Je repasse la parole à Mme Hugues. Bien, les poursuites de recouvrement de la trésorerie sont restées vaines pour le recouvrement de titres de recettes auprès de divers redevables. Il est proposé d'admettre en non-valeur la demande de la trésorerie municipale pour un montant total de 110,23 € sur des créances irrécouvrables de taxes locales de publicité extérieure. Les charges correspondantes doivent être imputées au chapitre 65, l'article 65-42 au titre des créances éteintes. La commission des finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et a approuvé les admissions en non-valeur pour 110,23 € à l'article comptable 65-42. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? À l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Les taux de taxes 2022 de la fiscalité locale. Je repasse la parole à Claire Hugues. Donc, conformément aux orientations budgétaires définies lors du conseil municipal du 23 novembre dernier, il est proposé de maintenir au même niveau que 2021 les taux des 3 taxes en 2022. Pour information, la collectivité ne retrouvera son pouvoir de délibération pour la taxe d'habitation que pour la taxation 2023. La commission des finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et fixer les taux des taxes foncières bâties et non bâties pour 2022, tels que précisés dans le tableau, donc avec aucune augmentation. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, M. Gris. Vous allez dire que je répète la même chose, mais comme échangé le 23 novembre lors du DOB, pour faire face à la crise du logement à Pornic, la fiscalité aurait pu être un levier pour inciter la location à l'année et lutter contre les logements vacants. Alors que de plus en plus de communes s'en sont saisies, les Sables-d'Olot, Saint-Nazaire, Guérande, vous nous avez fait savoir que l'on étudierait la chose l'an prochain. Mais ce qui est sûr, c'est que pour cette année, c'est une occasion manquée. Et en l'état d'urgence du logement, ce n'est pas solutionné et prend encore un an, et on prend encore un an dans la vue. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, on va répéter ce qu'on a dit la dernière fois. C'est évidemment à l'étude. D'abord, il faut le voter avant le 1er octobre de l'année N-1. Ensuite, sur les logements vacants, donc, on était en plus en réunion avec les services de l'État il y a quelques jours. Donc, le levier sera très faible, parce qu'on a très peu de logements vacants sur Pornic. Et puis, sur la taxe des résidences secondaires, la ville de Pornic n'y a pas accès parce qu'elle n'est pas considérée comme ville sous tension. Donc, on a un certain nombre de leviers. Il restera quand même des études que j'ai demandées qui seront accompagnées, qu'on verra donc courant de l'année prochaine. Enfin, oui, de l'année prochaine maintenant, enfin l'année 2022, pour être précis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je passe au vote. Qui est pour les taux, le maintien des taux? Merci. Qui est contre? 5 contre, donc il n'y a pas d'abstention. Merci. Les tarifs communaux, Mme Hugues.
Donc, vous aviez tous les tarifs proposés pour 2022 en annexe numéro 2. Il est proposé pour 2022 de revaloriser les tarifs communaux. Les commissions municipales concernées ont émis un avis favorable sur les tarifs relatifs à leurs compétences. La commission des finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Et donc, le conseil municipal est invité à en délibérer et fixer les tarifs communaux pour 2022 conformément aux documents annexés. Merci. Y a-t-il des interventions? Oui, M. Gris. Oui. On se demande pourquoi les taux directeurs nationaux ont été suivis alors que Pornic a la capacité financière, pendant cette période de crise, de geler les tarifs. D'un côté, les taux de la fiscalité sont maintenus et de l'autre, on augmente les tarifs communaux. C'est vrai qu'effectivement, c'est une orientation qu'on se donne chaque année de, par défaut, donner une augmentation, enfin une ligne directrice pour l'augmentation. Elle n'est pas généralisée, vous avez dû pouvoir le voir, c'est-à-dire qu'on regarde aussi au cas par cas, en regardant nos tarifs, soit par rapport à d'autres communes, soit par rapport à la prestation exercée, si certains tarifs doivent être gelés. Vous ne serez pas sans avoir remarqué, par exemple, que les 2 premières tranches des repas pour les enfants, les 2 premières tranches des quotients familiaux, j'entends, ont été gelées parce que ça nous paraissait pertinent de le faire. Donc, ce n'est pas une ligne directrice qui est appliquée bêtement. Mais par contre, c'est une ligne directrice à laquelle on a toujours voulu se tenir parce qu'on est toujours parti du principe que c'est plus facile d'avoir des petites augmentations de l'ordre de 1 à 2% par an plutôt que de faire des très gros paliers tous les 5 ans ou tous les 10 ans qui sont extrêmement compliqués à gérer pour les familles parce que c'est la vie, les tarifs augmentent et à un moment ou à un autre, on est obligé d'en faire. Et donc, on préfère la faire légère avec quelques exceptions que d'en faire une massive tous les 5 ans, comme peuvent le faire certaines communes. Mais on ne l'applique pas. C'est une ligne directrice de base, mais elle n'est pas appliquée de manière bête et méchante. C'est pour ça que les commissions ont pu travailler sur ces tarifs. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, vas-y. Donc, je peux entendre votre réflexion concernant donc l'augmentation des tarifs que vous nous faites remarquer, mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que justement, vous fassiez remarquer l'augmentation au profit, aux défavorables, etc. Toujours ces remarques un peu désobligeantes qui font croire que nous ne prêtons pas attention à certaines choses. Et je regrette que justement, vous ne puissiez pas parler du gel des 2 premiers tarifs que nous avons votés à l'unanimité en commission. Concernant la restauration scolaire, j'aurais apprécié que vous puissiez en parler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Et des abstentions? Merci. L'approbation, excusez-moi, du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées d'ICLEC 2021. Je repasse la parole à Mme Hugues. Et donc, ce rapport était en annexe numéro 3. Conformément aux dispositions de l'article 1609 noni-C du Code général des impôts, la CLECT est chargée d'évaluer le montant des charges transférées entre les communes et le PCI afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation, qu'on appelle AC, versée par la communauté à ses communes membres. Par délibération du 26 novembre 2020, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoire pour 2021. Ces attributions de compensation provisoire doivent être désormais actualisées au regard des comptes administratifs 2020. Dans ce cadre, la CLECT du 10 novembre 2021 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres au titre de l'année 2021. Ces attributions de compensation 2021 prennent en compte les évolutions intervenues, à savoir dans la partie fixe des attributions de compensation de fonctionnement, la prise en compte des impacts financiers des compétences transférées au 1er janvier 2021, à savoir le transfert de la compétence jeunesse pour la ville de Pornic, et dans la partie variable des attributions de compensation de fonctionnement, le cofinancement du service commun recherche de financement et assistance au montage de projets, la fin du financement de la navette estivale par la ville de Pornic, la non-reconduction de l'achat des masques en 2021, qui ne concernait pas notre commune, mais les autres communes de l'agglomération. Il est à noter que les attributions de compensation d'investissement restent inchangées. Au regard de ces éléments et sur la base du rapport définitif de la CLECT, le Conseil communautaire du 25 novembre 2021 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation
à percevoir ou à reverser aux communes membres de la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Ré au titre de l'année 2021, tel que précisé dans le rapport qui était joint en annexe. Il appartient donc désormais à la commune de Pornic de se prononcer sur les montants définitifs des attributions de compensation pour l'année 2021 par délibération du conseil municipal dans les 3 mois suivant la date de notification du rapport de la CLECT. En cas d'approbation du rapport de la CLECT par délibération concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation seront réajustées en fin d'année 2021. La commission des finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et valider le rapport 2021 de la CLECT de la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Ré, de charger monsieur le maire de notifier cette décision à l'EPCI et aux services préfectoraux. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Je vais passer donc la parole à monsieur Breton sur la demande de subvention pour la mise en œuvre du projet d'extension de la vidéoprotection. Demande de subvention pour la mise en œuvre du projet d'extension de la vidéoprotection sur le territoire de la ville de Pornic, annexe numéro 4. La ville de Pornic est engagée depuis de nombreuses années dans une politique active de lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance sur son territoire. Depuis 2018, un système de vidéoprotection composé de 48 caméras déployées sur 21 sites a été mis en place sur le territoire de la commune. Afin de compléter le maillage de caméras sur des zones sensibles non couvertes et pour rester opérationnel et conserver son efficience, le dispositif existant se doit d'être mis à niveau, amélioré et étendu afin d'assurer la protection des administrés et biens publics. Le coût prévisionnel de ce projet s'élève à 400 000 € TTC. Une subvention peut être accordée par l'État auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Le projet est susceptible d'être financé jusqu'à 50% de son montant hors taxe. Dans le cadre du pacte régional de sécurité, la région des Pays de la Loire a mobilisé une enveloppe de 3 millions d'euros afin d'aider notamment les communes à financer leurs projets de vidéoprotection. Des demandes de subventions pourront également être sollicitées auprès de tout organisme susceptible de contribuer au financement de ce projet. La commission Sécurité et Circulation, réunie le 30 novembre 2021, a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver l'amélioration et le renforcement du dispositif de vidéoprotection existant sur le territoire de la ville de Pornic sur la base d'un coût prévisionnel de 400 000 € TTC. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer toute déclaration, demande et ou autorisation comme tout autre document à intervenir dans le cadre de ce projet. Solliciter les subventions auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, du Conseil régional et auprès de tout autre organisme susceptible de contribuer au financement du projet, et ce, au taux maximal. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Le Parou. Je vous remercie. Alors, vous faites le choix de munir de façon accrue la ville de Pornic de caméras de vidéosurveillance qui ont un coût extrêmement élevé. Alors, il faut savoir que si c'est un outil qui est tentant pour surveiller et capter des événements d'incivilité et de violence arrivant sur la voie publique, la réalité est parfois et souvent contre-intuitive et de nombreuses études montrent la limite des caméras de vidéosurveillance qui, dans les faits, n'apportent aucune solution préventive ni dissuasive aux actes d'incivilité ou de violence. Donc il nous apparaît vraiment important de souligner, d'une part, le rapport de la Cour des comptes à ce sujet. Le 20 octobre 2020, la Cour des comptes publie dans son rapport sur la police municipale et renouvelle ses interrogations sur la vidéosurveillance. Et en effet, par ailleurs, si on regarde les études et les analyses scientifiques de chercheurs dans le domaine,
eh bien, on montre très clairement la non-efficacité de la vidéosurveillance. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été publiés sur la question et qui sont disponibles par tous. Et si, finalement, les partenaires de l'industrie de sécurité qui ont évidemment un intérêt vont vous donner ce type de solution, en réalité, si on veut éviter le gaspillage de l'argent public et des discours finalement qui ne s'appuient pas sur une réalité de recherche scientifique, il nous apparaît vraiment incontournable de porter à la connaissance de tous les résultats des recherches scientifiques et objectifs sur le sujet. Par exemple, Laurent Muchieli, qui est donc directeur de recherche au CNRS, montre dans son enquête, et là vous pouvez lire son ouvrage, je vous donnerai les références si vous le souhaitez, qui est distribué en librairie. Donc il montre par exemple que sur son enquête de terrain, que enregistrer des images utilisables ensuite par les policiers ou les gendarmes dans leurs enquêtes a une efficacité en effet réelle, mais qui est très limitée, puisque la présence d'images utiles s'est avérée seulement réalisée dans 1 à 3% du total des enquêtes réalisées dans l'année de l'étude. Donc il serait intéressant déjà d'identifier si ce taux est dépassé sur la commune de Pornic. Et puis, il faut savoir que si les lieux visés donc par les caméras voient leur fréquentation pour deal ou vol vraiment diminuer, en fait, ces actes sont juste, ils sont juste déplacés ailleurs, en fait. Le problème donc, ne disparaît pas, il est déplacé. Alors, je vais vous passer également son passage et sa critique vis-à-vis de ce que la vidéosurveillance pourrait apporter vis-à-vis de la protection du terrorisme, puisque pour lui, alors là, je cite, il dit « c'est une sottise ou un mensonge. Dans tous les cas qui sont survenus ces dernières années, quand le terroriste a survécu, on retrouve des images de lui après coup, quand tout le monde est déjà mort. Ça ne sert donc à rien. » Donc voilà déjà, notre point de vue sur la vidéosurveillance, et ça nous paraissait important de vous en informer et d'en informer les Porniquais. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, monsieur. Oui, sur un complément vers ce qu'il a été dit, est-ce que cet argent d'investissement de 400 000 euros, ça n'aurait pas pu permettre, par exemple, d'avoir un poste à plein temps de surveillance, de la vraie surveillance pour les nouvelles formes de délinquance qu'on peut voir aussi dans la campagne, comme des dépôts d'ordures sauvages ou de remblais ou des arbres abattus illégalement, n'est-ce pas, monsieur le maire? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, un Guignard. Alors, je pense qu'avec le sujet des caméras de surveillance et ces dépenses pharaoniques, on nous vend l'illusion de sécurité. Comme l'a exposé Donatienne Leparoux, on constate que quand on installe des caméras quelque part, elle vous l'a dit, il y a un déplacement de la délinquance, ça s'appelle l'effet balayette. Voilà, c'est intéressant à retenir. Et puis moi, j'avais une question à vous poser, monsieur le maire. Est-ce qu'il existe, ou est-ce que vous travaillez à un projet de politique locale de sécurité englobant à la fois des actions de prévention, des actions d'éducation, et puis bien évidemment des actions de répression, etc., etc. Mais ce qui serait intéressant, je pense, en termes de débat, c'est de savoir la vision globale que vous avez. Quel est votre projet politique pour la sécurité à Pornic? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Daniel, je te laisse répondre. Et après, je ne réponds pas, je compléterai. Oui, pour répondre à Madame Leparoux, nous ne faisons pas cavalier seul dans le domaine de la vidéoprotection. Des villes qui étaient indifférentes à ce système de vidéoprotection, voire hostiles, s'y mettent progressivement. Donc, je pense que nous sommes dans le vrai. Quant aux statistiques, je peux vous dire qu'en 2019, nous avons eu 93 réquisitions de la gendarmerie qui s'est soldée par 20 réponses positives. En 2020, 127 réquisitions qui se sont soldées par 21 réponses positives. Donc, nous, on tourne à peu près à 20% d'extraction de photos à la demande de la gendarmerie, qui travaille au profit des Porniquais et des Porniquaises.
Merci Daniel. Donc oui, pour compléter, c'est toujours un débat hein, sur la vidéoprotection, parce qu'évidemment, ça a des effets et la délinquance se délocalise, change de site. Et je dirais, on a la même chose d'ailleurs quand il y a des contrôles sur certains quartiers. Je dirais, ça se déplace ailleurs. Aujourd'hui, sur la vidéoprotection et le retour qu'on a depuis maintenant les quelques années que l'on a, parce que ça doit être de souvenirs, je crois que c'est 2015 au début, on a eu quand même beaucoup de résolutions, en tout cas des résolutions, je dirais, d'affaires grâce à la vidéoprotection. On a, sans nommer les personnes, mais des accidents mortels qui ont été résolus par la vidéoprotection sur Pornic. On a eu des vols à l'arraché sur le parking du Leclerc en plein mois d'août. Les personnes ont été retrouvées grâce à la vidéoprotection et un recoupement par la gendarmerie sur d'autres faits sur l'ensemble du littoral français, parce qu'en fait, c'était une bande qui descendait qui a été retrouvée d'ailleurs sur la côte de la Méditerranée. On a eu aussi, je rappelle, les incendies des véhicules de gendarmerie dans la caserne. C'est grâce à la vidéoprotection qu'on a arrêté l'homme qui agissait d'abord depuis 6 mois sur la compagnie de Saint-Brévin et qui a fini par sévir sur Pornic. Et c'est nos caméras qui avons détecté. Donc on a quand même des exemples de résultats. Et donc ça peut quand même montrer que ça a une efficacité. Après que ça soit totalement efficace, c'est un complément, c'était quelque chose qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, il y a un an, il y avait eu un débat au sein du Conseil et je reprendrai quand même les comptes rendus, mais il me semble qu'on nous avait demandé si on allait mettre des caméras en centre-ville. Donc je regarderai, mais il me semble qu'on nous les avait demandé. Il me semble, je vérifierai. Et sur la politique de la sécurité, nous, c'est simple, on a renforcé, je dirais, nos policiers municipaux, qui, je rappelle, vient en complément des forces de l'ordre, dont la compétence, elle est d'État, quand même. La sécurité, c'est une compétence d'État d'abord. Et on le complète avec des effectifs qui ont été mis en haut, qui ont été augmentés ces dernières années. En parallèle, le contrat de sécurité locale, il n'est pas local, il est intercommunal chez nous. C'est le CISPD, c'est quelque chose qui est présidé par le sous-préfet et le président de l'AGLO, sur lequel Daniel siège aussi. Et donc ce CISPD se réunit régulièrement. Il y a eu une réunion il y a quelques jours ou quelques semaines, Daniel, pour faire un point sur l'avancement des différentes opérations. Donc dans ces missions, il y a la prévention. Clairement, il y a une action sur la prévention. Alors, on est sur des sujets où on peut pas donner de faits parce que c'est facile à comprendre qu'on ne peut pas utiliser ce qui se dit dedans pour des raisons de sécurité et réglementaires. Mais il y a des actions de prévention, des actions par exemple sur les violences intrafamiliales. Il y a eu des campagnes par exemple pour les agressions sur les femmes. Tout ça, ça vient du CISPD. On a des actions auprès des jeunes. On a des actions, évidemment, autres sur tous les thèmes issus du CISPD. Et il y a un bilan annuel qui doit être fait. Et ce CISPD existe. Il a été mis en place. Les 15 maires y siègent. Et vous avez des référents qui sont en général les adjoints à la sécurité. Donc c'est bien en place et ça fonctionne. Et c'est présidé par monsieur le sous-préfet de Saint-Nazaire. Oui, bien sûr. Vous étiez deux. Non, je rebondis juste sur ce que vous nous dites, monsieur le maire. Donc ça veut dire que ce projet local est intercommunal. Oui, n'est pas communal, il est intercommunal. Il est intercommunal. Donc Pornic n'a pas une politique spécifique, un projet spécifique pour la ville par rapport à tout ce qu'on a pu voir durant ces dernières années, cet été, etc. Il n'y a rien de spécifique là-dessus. Non, si, mais il est intégré dans une gestion intercommunale. Madame Le Parou. Merci. Oui, merci pour vos réponses et merci pour les exemples que vous avez fournis. Ce n'est pas du tout contradictoire avec ce qui a été. En effet, ce sont à chaque fois. On n'est pas à 0% d'efficacité. J'avais une question par rapport à la réponse que vous avez donnée, parce que c'est juste les termes que je ne comprends pas exactement. Quand vous dites qu'il y a 93 réquisitions et 20 réponses positives, c'est-à-dire ces 20 réponses positives, ça veut dire quoi? C'est 20 résolutions des affaires grâce à la vidéosurveillance C'est 20 éléments positifs apportés pour aider à la résolution des affaires. C'est-à-dire que la gendarmerie recherche un véhicule de telle caractéristique, des personnes ayant telle corpulence, tel signalement, et bien le système permet d'avoir 20% de réponses positives pour aider à l'enquête. Notre créneau, c'est d'aider à l'enquête. La vidéoprotection, ce n'est pas de la vidéosurveillance d'abord que l'on fait. On fait de la vidéoprotection. C'est une aide à l'enquête.
C'est un témoignage. En fait, la question qui a été posée, c'est le rapport au coût, quoi. Mais bon, c'est-à-dire 20 éléments positifs sur 93 réquisitions par rapport au coût. En effet, c'était la question qui a été posée par le chercheur. Mais Et c'est des équipements, je le rappelle, qui sont extrêmement demandés par les forces de l'ordre sur nos territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas une lobby des élus, c'est quand même des demandes qui sont fortes faites par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est quand même les forces de l'ordre qui demandent à ce qu'on s'équipe. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre font le tour de toutes les communes en ce moment sur le sujet. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Donc, je vais passer la parole à Isabelle Randino sur les demandes de subvention au titre de la dotation de soutien d'investissement local pour la cuisine centrale. Merci. Donc, il s'agit effectivement d'une demande de subvention donc dans le cadre de la DSIL 2022 pour la création d'une cuisine centrale pour les écoles publiques de la ville. La ville de Pornic a pour projet de transformer la cuisine scolaire de l'école Kerlor en cuisine centrale avec fabrication de repas sur place et fourniture de repas en liaison chaude sur l'ensemble des 3 écoles publiques de la commune. Le montant des travaux liés à cette opération est estimé à 1 091 000 € hors taxes, soit 1 309 200 € TTC. Le plan de financement prévisionnel est joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal de solliciter en 2022 une subvention au titre de la DSIL. La commission finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et solliciter une subvention au titre de la DSIL 2022 pour le projet décrit ci-dessus, et ce, au taux le plus élevé. Solliciter auprès des différents partenaires, État, région, département, l'ensemble des subventions pouvant être octroyées à ce dossier, et ce, au taux maximal. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Le Parou. Merci. Donc, c'était pour savoir si dans le budget de la cuisine centrale, vous avez pris en compte le coût d'éventuelles mesures pour améliorer la qualité de l'eau des réseaux de distribution à Pornic, puisque, en fait, comme vous le savez, on a reçu en début d'année 2021, avec la facture d'eau, le bilan de la qualité des eaux distribuées sur Pornic à partir des relevés de 2020. Et donc, dans ce document, qui est délivré par l'ARS, donc, est indiqué un dépassement de la norme en ESA-métolachlore, donc qui est une molécule qui est présente dans un herbicide utilisé en agriculture intensive pour la production de maïs. C'est le S-métolachlore. Et nous soulignons que le dépassement, enfin c'est souligné dans le document, le dépassement est indiqué à 7 jours en 2020, mais attention, ce qui ne veut pas dire que c'est seulement 7 jours de dépassement. Ça veut dire simplement qu'il y a eu dépassement, c'est un fait, et donc la présence des amétolachlore avec un dépassement de la norme à 10% au moins s'est produite une fois, sans que nous sachions exactement avec quelle récurrence. Et aussi, dans le cadre de l'approvisionnement en eau des cantines scolaires, avez-vous prévenu les familles et le personnel? Et qu'est-ce que vous prévoyez pour y pallier et comment apparaissent ces mesures dans le budget? On est assez étonné que ce point n'apparaisse pas pour, évidemment, maintenir la sécurité sanitaire des enfants dans les écoles de Pornic à travers l'alimentation, puisque l'eau en fait partie. Merci. Monsieur Gris. Oui, du coup, c'est plutôt sur le manque d'ambition de cet investissement et dont la demande de subvention aurait pu être plus élevée, parce qu'elle aurait pu être... on aurait pu aller jusqu'à une demande d'1,5 million d'euros hors taxe dans ce cadre-là. Et si cet investissement nous paraît pas ambitieux, c'est que le but de l'investissement de cette cuisine centrale est contraint notamment par la topographie que vous avez voulu le mettre dans l'existant dans le bâtiment de Kerlor. Et dans le côté contraint aussi, ce qui va derrière, c'est qu'on veut rester au nombre, il est calibré pour rester au nombre de repas actuels, alors qu'on pourrait dire, si on est sur une cuisine centrale préparée sur place, on pourrait avoir plus d'enfants en proportion. C'est ce qui se passe dans toutes les communes où on passe avec une cuisine centrale et des produits locaux, avec des producteurs locaux, où il y a plus d'enfants qui mangent à la cantine en proportion.
on aurait pu avoir aussi l'alimentation du centre de loisirs, hein, parce que pour avoir des producteurs locaux, une cuisine centrale, il y a le problème de la production et de la cuisine. Hein. Si on produit toute l'année et qu'on ne peut livrer que les tomates, ne s'arrêtent pas de produire pendant les vacances. Hein. Donc c'est bien d'avoir une continuité, notamment pendant les vacances, en fournissant les centres de loisirs, et notamment aussi sur la non-prévision de portage de repas pour les personnes âgées, par exemple, qui aurait pu être prévue dans cet investissement et dans le calibrage de cet investissement. Mais c'est quelque chose qu'on avait dit dès le départ. Et voilà. Donc on va faire un investissement contraint qui, peut-être, et on verra demain, va apparaître trop petit et demandera des réinvestissements complémentaires qui seront très coûteux. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Moi, je vais répondre sur l'investissement sur l'eau potable. Le SA Motelcor, ça n'a rien à voir avec les infrastructures qui amènent l'eau sur l'école de Carlor. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, ce n'est pas lié à l'investissement de la cuisine centrale, qu'on soit bien d'accord. Je vois bien que vous profitez de cette question-là pour poser la question sur la qualité de l'eau. Donc, c'est une eau brute qui est en partie qui est captée sur le temps du Gros Caillou ou est traitée, Gros Caillou ou Gatineau, est traitée sur l'usine des Gatineaux. Donc il y a un dépassement qui d'ailleurs n'est pas, si vous regardez bien ce qui est marqué sur l'ARS, ne remet pas en cause du tout l'état sanitaire. C'est marqué sur le courrier. Et donc tous les abonnés et tous les consommateurs l'ont eu. En ce qui concerne le travail qui est fait sur le périmètre de captage et la protection de ce périmètre de captage des étangs donc, du Gros Caillou et des Gatineaux, c'est un arrêté qui date de 2006, qui a été porté par les élus et qui a été mis en place avec un certain nombre de contraintes, et est arrivé depuis 2016 l'arrivée de cette molécule, le SA métallochlore, qu'on a donc retrouvé, et qu'on retrouve d'ailleurs aussi, je rappelle qu'il y a une grande partie quand même de l'eau qui arrive en direction de Basse-Goulaine. J'ai un doute d'ailleurs si l'école Carlor est alimentée par Basse-Goulaine ou les Gatineaux. On pourra vérifier, parce qu'on ne doit pas être... Enfin, là, c'est une question de réseau. En tout cas, sur les étangs du Gros Caillou des Gatineaux, c'est ça qui est important, parce que sur la feuille de la qualité de l'eau, c'est cette ressource-là qui est citée. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par le syndicat Atlantico et la commission qui est présidée par Claude Caudal, sur laquelle Patrick intervient aussi, avec un travail qui a été fait avec le monde agricole depuis de longues années pour, je dirais, arrêter l'usage de cette molécule-là. Alors après... il y a tout le jeu du lobbying de la chimie derrière, on sait très bien. Donc, méfions-nous déjà de la molécule si elle ne change pas de nom. C'est quand même la vérité de ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt d'aider nos agriculteurs à changer les pratiques pour ne pas user de ces molécules-là et plutôt aller vers du mécanique. Ce que fait très bien aujourd'hui le monde agricole, en tout cas, ils sont dans cette dynamique-là. Et moi, je remercie le monde agricole qui migre et qui mute vers ces pratiques sur les périmètres de captage. Ensuite, on sait très bien que ces molécules-là, une fois qu'elles ont été mises, et c'est le cas, parce que sinon elles ne seraient pas là, elles mettent du temps aussi à disparaître. Et je rajouterais que sur la qualité, parce que si on va jusqu'au bout de la qualité, vous verrez qu'on est en dépassement de matière organique sur cette qualité de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur la matière organique, oui. J'ai pas oui, noté ce dépassement. Je re-regarderai. Ce qui m'avait choqué, c'était en effet les amétolachlore. Ouais. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dans beaucoup de nappes souterraines sur l'ensemble du territoire. Hein. Et sur tous Vous voulez dire les amétolachlore? Oui. Oui, bien sûr. Oui, Notamment sur le nord du département. Le nord du département, sur la Vilaine, c'est un vrai sujet. Alors, et encore, on ne connaît que notre département parce qu'on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est un vrai sujet hein, sur nos périmètres de captage. Et donc aujourd'hui, on travaille avec la Chambre d'agriculture pour arriver à l'arrêt de l'usage de ça. Parce qu'en fait, si on ne l'utilise pas, a priori, on ne devrait pas retrouver. Ceci dit, avant qu'on n'en retrouve plus, il y a quand même la queue d'usage qui existe derrière. En tout cas, aujourd'hui, le monde agricole a investi sur des équipements mécaniques pour éviter d'utiliser ça. Il y avait eu une plateforme qui avait été faite de souvenirs. Patrick, tu me diras, mais je crois que c'est en 2018, je la fais de mémoire, où on avait fait avec la Chambre d'agriculture et Patrick, qui était l'acteur principal sur ce sujet-là, de mettre une plateforme donc, de test avec des essais de différents types sur des terrains à proximité des Gatineaux, de souvenirs. Et donc, un certain nombre d'agriculteurs sont équipés en bineuses mécaniques pour arrêter l'usage. Et il faut continuer à aller dans ce sens-là.
Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je vous remercie. Et c'est l'occasion, justement, sur ce point-là, de noter le problème sur cette molécule-là, mais il va être général sur l'ensemble des pesticides ou des engrais qui sont apportés. C'est pour ça que ça va dans le sens de ce qu'on préconise depuis longtemps, qui est d'aller vers une agriculture vers une agriculture biologique, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour les aspects sanitaires. Ça, c'est au monde agricole de s'organiser pour ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que d'abord, sur les molécules, vous savez, parce que vous êtes chercheuse, donc vous savez très bien qu'on est bien loin de connaître tout. Et on connaît peut-être que 10% de ce qui est utilisé en molécules, parce qu'on ne sait pas les rechercher. Hein. Donc on n'est pas fini d'en trouver. Hein. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais justement, quand vous dites c'est au monde agricole de s'organiser, je pense justement que c'est aux politiques d'aider le monde agricole et aux citoyens pour se transformer. Enfin, On est pleinement d'accord. Voilà. Tout à fait. Ouais. Non, mais là, je vous rejoins. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Patrick, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, enfin, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Non. Il faut juste être réaliste. Moi, simplement, le premier point, c'est que le S-métolachlore, on l'a réglé en 3 ans. On a mis tout le monde autour de la table. Et la première chose, c'est qu'on l'a fait avec pédagogie, respect. Parce que je pense qu'il faut faire très attention. Plus on a des propos forts et clivants, ce qui n'est pas votre cas, hein, mais dans certains cas, j'ai entendu des choses comme ça, plus on rebute le monde agricole et plus on crée de l'intention. Donc ça, j'ai ça en tête. Il a fallu que je fasse des grands écarts sur ce dossier-là pour arriver à remettre tout le monde autour de la table. Donc je voudrais qu'on l'aborde avec sérénité et tranquillité ce dossier-là. Après, tant qu'à faire muter le monde agricole, je vais juste vous prendre un truc. Aujourd'hui, si on voulait être producteur de lait bio, on ne pourrait pas. Il n'y a pas de marché. Il y a entre 10 et 20% de lait bio en trop. Ça, c'est le premier exemple. En viande bovine, aujourd'hui, j'ai l'exemple de mon voisin. Il a 30 limousines à sortir d'ici la fin de l'année, ou à vendre, si c'est mieux. Il ne pourra pas les vendre, parce qu'il n'y a pas le marché. Donc, en fait, il y a la réalité du marché. C'est juste ce que je voulais dire. Et donc, derrière, aujourd'hui, le monde agricole, il est pris dans un étau. C'est-à-dire qu'il y a une demande sociétale qui est exprimée, et après, il y a l'acte du consommateur. Ce qui fait un gros écart entre les deux. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas capacité à obliger ou à pousser les gens à aller vers, parce qu'il n'y a pas le marché. Par contre, on a tout un travail d'accompagnement. Mais je vous laisse répondre. Il y a tout un travail d'accompagnement qui est quand même fait. On l'a fait au travers des plateformes expérimentales, au travers de tout ça. Je trouve qu'on a déjà fait des efforts énormes. Ce que je peux dire par rapport au volet engrais, 100% des cours d'eau douce qui sortent dans la baie de Bourgneuf au déteneur inférieur à 30 mg de nitrate. Donc, il y a déjà un travail qui est accompagné depuis des années. Donc, à cette époque-là, on avait fait en 89 une plateforme d'essai sur Pornic financée par la région et le syndicat du Pays de l'Atlantique par rapport à la maîtrise de la fertilisation et tout. Donc, on accompagne depuis longtemps. Cette volonté politique, on l'a d'accompagner. Après, nous, on peut avoir la volonté politique, mais il y a quand même le marché qui sont en face. Oui, alors, en fait, quand on tire sur une ficelle, en fait, la pelote vient. Moi, je comprends le problème de la distribution du bio, mais alors peut-être que la solution, c'est d'aller quand même vers des circuits plus courts, parce qu'on sait aujourd'hui que le problème de la distribution du bio dans les supermarchés, la marge qui est faite, c'est-à-dire le coût au sortir pour le client est énorme, parce que c'est du bio, alors que ce qui revient aux agriculteurs est très faible. Alors la solution, ce serait de raccourcir les circuits pour que la distribution soit réellement rentable pour les agriculteurs. Enfin, voilà, là, après, on est dans une complexité politique, mais qu'il faut justement... Enfin, c'est aussi à nous de la prendre à bras-le-corps. Juste pour quand même quand même quelque chose qu'on dit et qu'on a entendu dans les médias sur le lait bio, notamment sur le fait qu'il y a eu 20% de surproduction et qu'on ne peut pas convertir des gens aujourd'hui en bio sur le lait. Il y a juste une petite crise de croissance parce qu'en fait, il y a eu pas mal de conversions les années précédentes et il faut 2 ans pour convertir en bio.
et que ça s'est conjugué avec une année plutôt favorable dans les zones de production pour le pâturage, et les producteurs bio font pâturer leurs animaux, qui s'est conjugué avec dans les usines de transfo avec le Covid qui a mis moins de personnel sur différentes lignes de production, ce qui fait que ils ont été obligés de rationaliser leur production et peut-être de mettre du lait bio dans des productions qui ne sont pas bio, et que si on respectait, et si toutes les communes respectaient la loi Egalim de mettre 20% de bio dans les communes, les collectivités, régions, États, de mettre 20% de produits bio dans les collectivités, on manquerait de lait bio, quoi. Merci. Je vais laisser la parole à Isabelle pour qu'elle réponde sur les autres questions. Alors, force est de constater qu'encore une fois, un projet critiqué et critiquable par manque d'ambition, comme vous l'évoquez. Dans un premier temps, Monsieur Gris, il faut savoir que la demande de subvention est plafonnée. Donc, c'est marqué dans la délibération, vous l'avez lu comme tout le monde. Donc, nous demander de faire plus, ça va être compliqué étant donné qu'elle est plafonnée. Ça, c'est la première. J'ai juste dit qu'on pouvait aller plus en investissement et qu'on n'était pas au taquet de la demande de subvention par rapport à l'investissement. La subvention dont on parle, toujours une proportion. Ouais. Voilà. La subvention dont on parle ce soir, elle est plafonnée. Donc nous sommes au maximum. Donc voilà. Vous évoquez des contraintes topographiques certainement liées au site que nous avons choisi, qui ne vous correspond pas ou qui n'est pas dans votre souhait. On a simplement profité d'une cuisine centrale qui existait auparavant pour l'utiliser. Alors, si effectivement vous jugez que c'est un manque d'optimisation, je n'ai pas le même regard. La deuxième chose, vous évoquez le nombre de repas. Vous dites que nous n'allons pas produire assez de repas. Lorsque la cuisine va ouvrir, nous aurons une capacité entre 600 et 800 repas. Donc c'est une marge, avec une demande annuelle qui correspond à 600 repas par jour. Excusez-moi. Donc elle couvrira largement. Nous pourrons même, pourquoi pas, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi vous évoquez ce sujet-là, parce qu'on n'en a jamais parlé et on ne s'est pas positionné ni vous ni nous, concernant le centre de loisirs. Vous dites, on ne fournit pas le centre de loisirs. Pour l'instant, nous allons en décider ensemble, nous allons en discuter. Donc, n'avancez pas des choses qui ne sont pas encore décidées. Nous allons en parler. C'est en commission que nous en parlerons, avec la présence des élus de la majorité et de l'opposition. On est d'accord ? En ce qui concerne, vous nous dites à un moment, on pourrait fournir les repas aux autres écoles. De quelle école parlez-vous sur le territoire ? Je n'ai pas parlé d'autres écoles. Si, j'ai noté. De quelles écoles parlez-vous ? Je n'ai pas parlé d'autres écoles. J'ai dit des personnes âgées. Et vous m'avez parlé des écoles. De quelle école parlez-vous ? J'ai dit qu'on pouvait fournir plus. Non, vous avez évoqué les écoles, Monsieur Gris. C'est une erreur de ma part. J'ai pas dit parce que si vous voulez, des autres écoles, ça va être compliqué. Ils ont tous leur cuisine centrale. Donc effectivement, je n'ai pas parlé des autres écoles. C'est ce que vous avez dit. Et le bâtiment, c'est pas le site qui me gêne, parce qu'il y a la place sur le site, y compris d'agrandir le bâtiment. Donc on est d'accord. Ok. Sauf que le bâtiment, il a été prévu il y a 20 ans. Donc voilà. Non, mais Monsieur Gris, si on fait des travaux, c'est pour le rendre. De toute façon, il va y avoir une commission le 11 janvier où nous allons nous retrouver majorité et opposition sur le site, puisque j'ai souhaité que cette commission, avec l'accord de Monsieur Anne-Maire, soit réalisée sur le site, où vous allez pouvoir visiter les locaux et estimer si le projet est solide et ne manque pas d'ambition. Monsieur Gris. Je voulais juste compléter, parce que quand on parle de raccourcir les circuits et tout, ça fait 20 ans que je travaille dessus et que je me bats pour aller dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de contradiction entre nous sur le sujet. Mais simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, on a souvent les règles des ratios des 20-80. C'est-à-dire qu'ici, on est un secteur où on produit beaucoup pour exporter. Je vais juste vous prendre 78 000 repas prévus donc, à l'école Carla.
ça correspond, si je transforme ça en équivalent carcasse animaux adultes, c'est 25 animaux adultes par an. 25 animaux, c'est juste une demi-exploitation. On en a 58 sur la commune. Donc, même si, enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est très bien ce qu'on enclenche. Ce qu'on enclenche, je suis à 200% pour. N'empêche que l'effet sur la production locale est très faible. Hop là, excusez-moi. Merci. Donc, juste pour une petite précision, la ville respecte la loi Egalim et on est au-dessus. Hein. Donc, on est plutôt... Vous reconnaissez, M. Gris? Ça fait plaisir que vous reconnaissiez ça. Je passe au vote. Qui est pour cette demande de subvention? À l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous sommes tous d'accord pour demander la subvention. Je passe la parole à M. Montaville sur une autre demande de subvention. Il s'agit d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR 2022, dans le cadre du dossier restructuration et extension des vestiaires et du clubhouse du tennis du Clion. Vous aviez les éléments en annexe 6. La ville de Pornic a pour projet de restructurer l'espace des vestiaires et du clubhouse du tennis du Clion afin de mettre à disposition du club et des utilisateurs des cours de tennis un local mieux dimensionné à la fréquentation du lieu et conforme aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et aux normes de sécurité. Cette opération est estimée à 485 700 € hors taxes, soit 582 840 € TTC de coût global. Le plan de financement prévisionnel est joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal de solliciter en 2022 une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La commission finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2022 pour le projet écrit ci-dessus et ce au taux le plus élevé. Solliciter auprès de différents partenaires, État, région, département, l'ensemble des subventions pouvant être octroyées à ce dossier, et ce, au taux maximal. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Paul-Éric Philippe pour une autre demande de subvention. Alors, il s'agit de la demande de subvention au titre du soutien au territoire, subvention départementale, dans le cadre de la restructuration du cinéma Saint-Gilles en théâtre. La ville de Pornic a le projet de procéder à la transformation et à l'extension de l'ancien cinéma Saint-Gilles en théâtre afin de favoriser la pratique amateur du théâtre et permettre d'accueillir des résidences d'artistes ainsi que des scolaires, notamment des collégiens. Ce projet peut être financé en partie par une subvention départementale dans le cadre du soutien au territoire et en particulier de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt, cœur de ville. La commission finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et solliciter toutes les subventions possibles pour mener à bien le projet décrit ci-dessus et plus particulièrement l'aide départementale à son taux maximum. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces afférentes au présent dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Gris. Oui, sur ce sujet, contrairement au dossier précédent, on n'a pas d'annexe et précisant les différentes demandes et l'amplitude des demandes. Et de même que on n'a aucune précision sur le coût global et définitif de cette restructuration, sachant qu'on a déjà dépassé les 200 000 €. Et pour nous, il est impossible de voter ces demandes dans l'État. Paul-Éric. Alors, juste pour vous répondre, le projet d'investissement de la restructuration du théâtre Saint-Gilles a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire avec un montant d'investissement à hauteur d'1 20 000 €. Donc le budget n'a pas changé
en la matière pour la demande d'investissement, et ce sera bien demandé au titre, en effet, de ce montant d'investissement. Pour ce qui est de la demande, tout comme le disait ma collègue Isabelle Rondineau, ce sont des subventions qui sont plafonnées et qui, bien entendu, dans les dossiers de demande, nous demandons le taux maximum possible, mais qui est de toute façon plafonné à un moment ou à un autre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je passe au vote. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Nous allons passer donc au chapitre des affaires foncières, convention avec l'EPF de Loire-Atlantique, enfin avec l'établissement public foncier, excusez-moi, de Loire-Atlantique, pour l'acquisition d'un bien 610 place des Halles. Je passe la parole à M. Barbe. Convention avec l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, qui est le PF 44, pour l'acquisition d'un bien qui se situe au 10 place des Halles. C'est l'annexe numéro 7. Par décision du maire du 13 octobre 2021, l'exercice du droit de préemption urbain communal a été délégué à l'EPF de Loire-Atlantique pour l'acquisition de la parcelle DA numéro 60 d'une superficie totale de 179 m² située au 10 place des Halles. L'acquisition de l'ensemble de la parcelle susmentionnée permettrait à la ville de réaliser une opération de réhabilitation du bâtiment patrimonial existant à des fins de valorisation commerciale et de production de logements locatifs sociaux dans le cadre de sa stratégie Petite Ville de demain. Le conseil d'administration de l'EPF de Loire-Atlantique, réuni le 22 octobre 2021, a donné son accord pour l'acquisition et le portage du bien mentionné ci-dessus pour le compte de la ville de Pornic aux conditions suivantes. Acquisition au prix de 550 000 € plus frais d'acte notariés. Pour officialiser cette préemption, 2 conventions sont établies entre la ville de Pornic et l'EPF de Loire-Atlantique. Premièrement, la convention d'action foncière qui a pour objet de définir les objectifs partagés par la commune et l'EPF de Loire-Atlantique, définir les engagements et obligations que prennent la commune et l'EPF de Loire-Atlantique dans la mise en œuvre d'un dispositif études, acquisition, gestion, cession, visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation d'opérations entrant dans le cadre de la convention, préciser les conditions techniques et financières d'intervention de l'EPF de Loire-Atlantique et la commune, et notamment les modalités de remboursement et de rétrocession des biens portés par l'EPF. Deuxièmement, la convention de mise à disposition qui indique la désignation des terrains mis à disposition, la durée, la redevance, la destination des lieux occupés, les charges et conditions, la mise à disposition du bien à un sous-occupant, la clause résolutoire à la fin de l'occupation. La commission finances réunie le 29 novembre 2021 et la commission urbanisme réunie le 30 septembre 2021 ont émis un avis favorable à cette proposition. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver le portage financier par l'EPF de Loire-Atlantique du bien susmentionné, approuver la convention d'action foncière jointe en annexe, approuver la convention de mise à disposition du bien à l'EPF jointe en annexe, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer les 2 conventions avec l'EPF de Loire-Atlantique ainsi que tout document y afférent. Et juste, c'était pas le 30 septembre, mais vous l'avez noté un 30 novembre. C'est une petite erreur de lecture. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Mire. Alors, j'ai 2 questions par rapport à cette acquisition. La première, elle concerne la salubrité du lieu et puis surtout les locataires actuels, puisqu'il y a 5 logements, si mes informations sont justes, des logements de 50 m². Donc, on sait que ce bâtiment nécessite une remise en état importante et puis une remise aux normes. Je voudrais savoir est-ce que vous avez commencé à échanger avec les locataires, que vont devenir les locataires actuels? Et puis, justement, sur cette mise aux normes, il ne s'agirait pas que la commune devienne marchand de sommeil. Donc, je pense que c'est important de veiller à ce que ce soit fait. Puis ma deuxième question, c'est quel est le coût de la réhabilitation de ce patrimoine? Parce que là, on a le coût de l'achat, mais on n'a pas du tout d'estimatif pour la réhabilitation.
Edgar, tu veux répondre ou je... Alors, concernant la première question, aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont des logements qui sont en très mauvais état. J'ai en mémoire, dans les années 2014-2015, nous avions fait procéder à nous avions demandé aux propriétaires de reloger tous ces locataires, car les logements étaient insalubres. Il y avait eu un contrôle qui avait été effectué. Certains travaux ont été réalisés et très peu de temps après, un an après, d'autres locataires sont venus. À l'occasion de ces études, nous les avons visités. L'état n'est pas formidable, il faut être très clair, mais on ne peut pas dire que ce sont des logements insalubres. Pour le coût de et puis je dirais aussi que nous ne sommes pas encore propriétaires, et jusqu'à ce que nous le soyons, puisque la convention n'est pas encore signée, et jusqu'à la fin du portage, c'est l'EPF qui est propriétaire et qui globalement devra décider, avec notre accord évidemment, des travaux qui pourraient être à réaliser. Il est bien évident que la commune ne sera pas un marchand de sommeil et bien sur ce logement-là. Ça n'est pas l'objectif. En ce qui concerne la réhabilitation de ce bâtiment, elle va se faire en deux fois. Vous avez le premier bâtiment patrimonial où là, il y aura des travaux qui vont être considérables parce que là, c'est une notion de patrimoine et il va bien falloir qu'il y ait une évaluation précise. Ça n'a pas encore commencé et il y a une possibilité sur la place Jean Massé où il y avait les anciennes machines de l'imprimerie. Il y a la possibilité de démolir ou tout au moins de reconstruire au-dessus du bâtiment existant des logements qui, bien sûr, seront totalement aux normes actuelles, puisque nous voulons faire du logement social et il n'est pas absolument question de faire quelque chose qui ne serait pas de la qualité suffisante. Mais aucun devis n'a encore été réalisé, il faut laisser faire les procédures, c'est-à-dire il faut que nous en soyons pleinement propriétaires par le biais de l'EPF et que les études soient menées à la fois par nos architectes et après dans le cadre des études de marché ou d'un prestataire extérieur qui sera désigné pour faire les travaux. Je peux juste reposer la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ville se porte acquéreur de ce bien-là pour 550 000 € et vous n'avez absolument aucune idée de l'importance du coût, de l'importance de ces travaux qui apparemment apparaissent quand même comme assez considérables pour les mettre aux normes déjà. La ville s'est portée acquéreur de ce bien puisque c'est un bien qui est situé dans un lieu stratégique de la ville dans le cadre de l'opération de la revitalisation du territoire et la place du marché fait partie de l'endroit où nous allons investir pour réhabiliter à la fois sur le plan commercial et pour remettre des populations à l'intérieur de ce quartier-là. Les travaux n'ont pas encore été faits. Nous avons eu 2 mois pour nous porter acquéreur. Nous savons exactement ce que nous voulons faire. Petite ville de demain travaille, la personne qui est là travaille. Nous sommes déjà en train de regarder comment on va aborder ce dossier-là, mais il est évident qu'en 2 ans, on ne peut pas vous dire que ça va coûter 200 000, 300 000, 500 000 €. Il faut aussi laisser le temps aux services et même aux politiques, parce que ce n'est pas passé dans les commissions encore ce que nous allions faire. Je rejoins un peu ma collègue Isabelle. Donc aujourd'hui, vous dire ce que ça va coûter, nous n'en savons rien. Dans le cadre de Petite Ville de demain, il y aura des aides importantes qui seront apportées sur ce bien-là, mais il faut nous laisser chiffrer tout ça et définir le vrai projet. Je me permets. Non, mais d'abord, je pense que la question qui se pose ce soir, c'est l'opportunité de cet immeuble qui est en vente. C'était est-ce qu'on laissait la vente se faire et on n'activait pas donc notre droit dessus, ou on achetait et ensuite on montait le projet. Le timing était court en fait. Et donc pourquoi on le fait porter par l'EPF? Parce que derrière on va redéfinir le projet. Et moi je suis pas convaincu d'ailleurs que c'est le rôle de la commune de le porter. Ce qui est important, c'est de définir ce que l'on veut faire dans ce quartier. Et c'est là qu'avec l'EPF, parce qu'ils vont porter pendant 8 ans, donc il y a évidemment les locataires et les conditions d'accueil qu'il faut regarder. Ça, c'est normal, parce que c'est l'EPF qui va toucher les loyers, donc c'est avec l'EPF qu'on devra dialoguer sur ce sujet-là. C'est qu'est-ce qui se passe actuellement. Et après, je pense qu'il est intéressant de savoir ce que la ville, dans son projet, veut faire de ce site-là. Et à mon sens, c'est pas évident que ça soit la ville qui le porte. C'est pas forcément ce montage-là qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est savoir exactement ce qu'on veut y faire. On voulait pas le laisser partir parce qu'on cherche à faire du logement social en centre-ville
Et que le meilleur système, parce qu'on commence à connaître la mécanique, c'est de pas passer par les preneurs, c'est de prendre la main et de le faire. C'est ça le sujet. Donc je pense que les chiffres vont venir après. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'EPF, et pourquoi on a été obligé de passer par là, c'est que entre le 13 octobre et aujourd'hui, j'étais hors délai, et donc on est passé par l'EPF pour le porter. Mais ce qui est exactement le rôle même de l'EPF. C'est exactement la fonction de l'EPF. Donc maintenant, il va falloir, une fois qu'on a fait ça, on a 8 ans pour définir le projet. Parce qu'on ne va pas, dans 2 mois, dire on casse tout et on refait. Hein. Il faut reprendre un peu la main, se poser, regarder le projet et l'intégrer dans un projet global qui sera porté par la collectivité ou par une autre structure. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, M. Gris. C'était juste la redondance avec le premier sujet. Et c'est vrai que de porter par l'EPF, qui a comme objectif de travailler sur le logement social et les commerces, c'est plutôt une bonne initiative. Par contre, ça fait le fait qu'il faut avoir des budgets annexes pour savoir sur quel investissement, où on en est par rapport aux dépenses et aux recettes qu'il va y avoir sur le long terme, enfin le court terme et le long terme. Dans ce cas-là, l'outil que vous aimez bien, c'est de faire une ZAC, ce qui n'est pas impossible que ça finisse par une ZAC avec un portage de l'EPF dans une ZAC. Faire une ZAC en centre-ville, c'est des choses qui ne sont pas encore très pratiquées, mais forcément que le mouvement de l'immobilier, du logement, va aller vers de la réhabilitation de centre-ville, de bâtiments, de quartiers. Et donc peut-être que ça sera une ZAC, et dans ce cas-là, vous aurez un budget annexe parce que ça sera un budget de ZAC. Mais c'est là que l'intérêt de la ZAC, qu'on avait discuté il y a quelques conseils, a pleinement son importance. Oui, Mme Le Parot. Juste, mais qu'est-ce qui empêche de faire un budget annexe si ce n'est pas une ZAC? Alors là, c'est réglementaire, je ne sais pas. Là, il faudrait poser la question, est-ce qu'on peut faire un budget annexe? Je ne vois pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on y mettrait, parce qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, donc il n'y a pas de mouvement, c'est un investissement. Donc là, il n'y a pas de ligne budgétaire, parce que c'est porté par l'EPF, les loyers sont touchés par l'EPF aussi, donc ce n'est pas le sujet, à mon sens. Non? Oui, du coup, monsieur le maire, la question que je me pose, c'est il me semble qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire pour faire des études de faisabilité. Il y a des économistes qui peuvent le faire. Enfin, on peut déjà commencer à travailler un petit peu sur ce projet-là, histoire de ne pas être... L'intérêt, c'est surtout de savoir ce qu'on fait d'une façon plus globale sur le quartier. Parce qu'il y a le bâtiment de la terrasse, il y a l'activité marché de commerce. Il y a aussi d'autres sites sur lesquels le comité PLU va mettre des espaces réservés sur d'autres bâtiments. Il y a une idée aussi de savoir que devient la salle, la salle Massé. Parce qu'il faut faire attention, la salle Massé, et puis de voir un petit peu comment ça va se réorganiser. Donc je pense qu'il faut d'abord finir les études Petite Ville de demain de restructuration du centre-ville dans cette étude-là. Donc c'est des choses qui sont en cours. Et après, parce qu'on ne peut pas, à mon sens, si on voulait faire que ce bâtiment-là, en effet, on met tout de suite des études et on repart. Mais je pense que ça mérite de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, d'avoir une stratégie de centre-ville entre la place de la terrasse, le bâtiment de la terrasse, le relais Saint-Gilles, les halles et, je dirais, la place et le fonctionnement de tout ça. Et de lancer, je dirais, d'ailleurs, on lance une opéra RU dans quelques jours, de lancer une vue plutôt de réaménagement de quartier. Je trouve ça un peu dommage et un peu court, même d'en avoir l'idée, si je peux me permettre. Je passe au vote. Qui est pour? À l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, délégation de service public, je passe la parole à Mme Croguet-Barou concernant le renouvellement des concessions de plage. Donc, qui est lié aux annexes 8. Le Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P, prévoit que l'État peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages pour lesquelles le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Par arrêté du 31 décembre 2010, l'État a concédé à la commune de Pornic l'équipement, l'entretien et l'exploitation de 5 plages, les plages du Port-Main, du Porto, des Sablons, des Grands-Vallées et de la Noé-Veillard, pour une durée de 12 ans. La concession arrive donc à échéance le 31 décembre 2022. Il est donc envisagé de solliciter le renouvellement pour une durée de 12 ans pour les 5 plages actuellement concédées et demander la concession de la plage de la Birochère.
Seuls 20% de la surface des plages et 20% de la longueur du rivage pourront être sous-concédés à des exploitants privés, le reste devant rester libre de tout équipement et installation. En outre, les plages concédées doivent être libres de toute installation pendant une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois continus par an, à l'exception éventuelle des postes de sécurité et des sanitaires publics. En dehors de cette période, l'ensemble des installations doit être démonté et la plage remise en l'état naturel, le concessionnaire devant se substituer au sous-traitant défaillant. La demande de renouvellement de concession sollicitée par la ville porte sur une durée de 6 mois maximum pour l'ensemble des activités, à l'exception du club de plage 6 au Port-Main, pour une durée de 4 mois maximum. Les activités autorisées sur les plages sont décrites en annexe. En contrepartie des avantages de toute nature procurés aux sous-traitants, la ville sollicitera une redevance financière. Celle-ci comportera une part fixe calculée en fonction de l'activité, de la surface allouée, des installations et de l'attractivité du secteur, et d'une part variable proportionnelle au chiffre d'affaires en fonction de la nature de l'activité. L'ensemble des demandes de la ville est décrit dans le dossier de renouvellement joint en annexe. Une commission mixte urbanisme, économie locale et touristique réunie le 19 octobre 2021, 9 novembre 2021 et 30 novembre 2021 a émis un avis favorable sur le dossier de demande de renouvellement. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver le dossier de renouvellement de concession de plage naturelle de la commune de Pornic constitué en application de l'article R 2124-22 du Code général de la propriété des personnes publiques. Solliciter de Monsieur le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, l'attribution d'une concession d'une durée de 12 ans pour les plages naturelles suivantes. Plages du Port-Main, du Porto, des Sablons, des Grandes Vallées, de la Noé-Veillard et de la Birochère. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme de Parent. Merci. Alors, mon intervention, ma question, elle porte sur la mise en sécurité de la concession de la plage des Grandes Vallées en lien avec les épisodes de fortes pluies qui ont eu lieu récemment. Donc, puisque les fortes pluies de la nuit du 2 au 3 octobre dernier ont généré l'érosion brutale d'une partie de la plage des Grandes Vallées. Donc, on a tous vu, les Porniquais ont pu visualiser un des risques liés au dérèglement climatique. Sur cette zone qui a combiné à la fois l'afflux de l'eau de surface à partir des pentes imperméabilisées en amont et puis les rejets en mer d'eau recueillis sur le réseau, par le réseau public de collecte des eaux pluviales. Et c'est ce dernier phénomène qui a été majeur, qui s'est produit, puisqu'à marée haute, le niveau de la mer contraint et augmente la mise en charge de l'eau de pluie dans le réseau de collecte. Et ceci génère une pression énorme, d'autant plus forte que le dénivelé en amont des Grandes Vallées est important. Donc ça peut créer des geysers. C'est un phénomène qui est vraiment bien connu et qui s'est produit et qui a été très destructif sur les Grandes Vallées. Donc je porte une petite question sur le sable manquant qui a été comblé, enfin la partie comblée par le sable qui manquait. Donc il me paraît important, mais du coup vous devez le savoir et vous devez savoir quelle est l'origine du sable qui a été utilisé pour combler la perte du sable, parce qu'il est important que son origine et surtout sa granulométrie soit identique à celle existante pour éviter, si ce n'est pas le cas, en fait, on va accélérer la récurrence du phénomène lors des prochains événements de pluie forte. Et donc, comme ces phénomènes mettent en péril les installations qui existent, qu'est-ce qui est prévu pour la sécurisation de cette concession de la plage des Grandes Vallées? Merci. Je vous en prie. D'abord, sur la question du sable, c'est le sable qui a été donc poussé vers le bas, qui est remonté. Il n'y a pas eu d'apport supplémentaire sur le sable, donc c'est bien celui des Grandes Vallées qui est resté sur la plage des Grandes Vallées. Et c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a cet événement-là, et on l'a souvent, là on l'a eu plusieurs fois sur cette plage-là, mais on l'a eu sur d'autres plages, et à chaque fois, c'est, je dirais, un sable qu'on retrouve plus bas, qu'on remonte. Donc on n'a jamais eu à ramener du sable et à déplacer du sable de plage à plage, ou pareil, ou d'ailleurs. En ce qui concerne la sécurité, donc là, d'abord sur cette plage-là, il y a un diagnostic qui est en cours parce qu'on pense qu'il y a quand même une problématique, parce que c'est pas un secteur qui s'est fortement urbanisé ces dernières années. Enfin, c'est pas là que ça a eu un gros impact, sauf
quand même des comportements de certains riverains qui peuvent, par exemple, imperméabiliser avec des enrobés ou autres qui n'arrangent pas la chose. Par contre, on a une inquiétude, et c'est sur le territoire du Golfe où il y a un bassin qui n'a pas bien fonctionné plusieurs fois. Et donc là, on en travaille, je pense que Patrick en travaille dessus, pour le remettre en état. Et en parallèle, on va faire aussi un hydrocurage et une visite des caméras pour voir s'il y a un problème, s'il y a quelque part où il y a un engorgement sur le réseau, parce qu'il y a un phénomène qui est redondant depuis 2 ou 3 grosses pluies, qui mérite une analyse particulière, parce que c'est le seul endroit en plus où on a eu ça. Et par ailleurs, les services de l'agglo prévoient donc cette visite-là, et la ville prévoit, je dirais, un captage aussi des canalisations en sortie en bas de la rue des Grandes Vallées, parce que lorsqu'on a rénové la voirie, on a enlevé, donc on a mis à plat pour rendre l'accessibilité. Du coup, avec la vitesse, ça va directement dans les propriétés. Donc on va aussi faire des captages d'eau en bas sur cette route-là. Tu voulais rajouter quelque chose, Patrick ? Oui, effectivement. Donc il y a le bassin du Golfe qui nous pose quelques soucis. Et puis on réfléchit également à travailler tout ce bassin versant avec du reméandrage. Il va y avoir de la modification de diamètre. Et le phénomène qui est évoqué par monsieur le maire, donc du reprofilage de la voirie, effectivement, c'est ce qui a aussi perturbé le fonctionnement. Après, je serais très prudent, moi, quand on parle de changement climatique. J'ai analysé depuis 1976 donc le volet pluviométrie qu'on a partagé avec Edgar. Aujourd'hui, franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la peine à voir, parce que j'ai enregistré dans tous les sens par dizaines de jours, par mois et autres, j'ai de la peine à voir un impact réel de la pluviométrie. Je pensais, moi aussi, je pensais personnellement qu'on avait quelque chose qui était franchement plus réel et plus marquant, à part le phénomène du début octobre où on a eu quand même 98 mm, ça dépend des secteurs. Ce phénomène-là est beaucoup moins prégnant que je l'aurais cru. Donc c'est bien lié à des comportements ou à l'aménagement du territoire. Monsieur le maire l'a évoqué, l'imperméabilisation des cours et des propriétés a un impact très lourd. Et donc c'est effectivement un sujet qui sera travaillé avec Edgar dans le cadre du PLU, mais c'est vraiment là l'enjeu. L'enjeu, il est vraiment sur l'imperméabilisation des parcelles. Et oui, Mme Le Parou, je voulais compléter pour répondre sur la question de sécurité. Et donc sur le côté sécurité par rapport à cette concession, ce site-là particulièrement a une obligation, je dirais, qui est inscrite dans le plan communal de sécurité, de sauvegarde, le PCS, qui impose en cas d'alerte météo, je dirais, l'exploitant donc du restaurant pour mettre en protection ces établissements. Et c'est une obligation, il y a une démarche à suivre qu'il a évidemment annexée à cette concession pour protéger ses biens. Oui. Il y avait plusieurs choses. Non, juste à propos de la pluviométrie, donc vous dites que vous n'observez pas de modification. Vous voulez dire sur l'année ? C'est quoi le fait de ne pas avoir de modification Et ton micro. Quand on remonte depuis 1976 et autres, des grands événements, on en a eu comme ça. Et je pensais moi aussi, comme tout le monde, qu'on avait vraiment quelque chose qui dérapait et qui glissait. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais très surpris. J'arrive pas à lire, franchement, ici pour notre territoire, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, il faut juste rester humble. Mais ici, on n'a pas de changement très fort pour l'instant. Merci. Je passe au... Ah, vous voulez prendre la parole? Excusez-moi. Non. Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. La vie associative, pour le chapitre 4, je passe la parole à Mme Croguet-Barrault. Avance sur la subvention 2022 aux associations, annexe 9. Certaines associations qui ont une activité régulière tout au long de l'exercice ou qui organisent une manifestation en début d'année doivent supporter dès le premier trimestre 2022 des dépenses non négligeables. Il est donc proposé d'accorder une avance sur la subvention de fonctionnement 2022 de 40% de celle allouée en 2021, soit 30 000 € pour l'association Pornic Basket Saint-Michel. La commission finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver l'attribution d'une avance sur la subvention de fonctionnement 2022 de 30 000 € à l'association Pornic Basket Saint-Michel
Autorisez Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs au versement de cette subvention. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Guignard. Alors, c'est une question juste en lien avec le sujet et pas du tout par rapport à la subvention. Mais je profite de cette question-là pour réitérer notre demande d'avoir des documents et notamment les comptes du basket. Alors, c'est vrai qu'on va s'efforcer de faire une petite liste au Père Noël pour que vous puissiez nous apporter l'ensemble des documents qu'on vous demande quand même depuis plusieurs mois, voire années, pour nous permettre de travailler, tout simplement. Donc là, je profite juste du sujet pour réitérer ma demande. Moi, je vous fais ma réponse comme d'habitude. On suivra le code réglementaire et on restera dans la réglementation. Y a-t-il d'autres questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'avis scolaire, Mme Brondino. Il s'agit donc de l'adhésion au groupement de commandes. Donc, c'est un renouvellement qui concerne donc l'environnement numérique de travail que vous aviez en annexe numéro 10. Par délibération du 12 octobre 2012, la ville de Pornic a adhéré au groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique de travail ENT dans les écoles de l'Académie de Nantes. L'Académie de Nantes souhaite renouveler le marché ENT I-Primo pour la période du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2026. Pour mémoire, I-Primo constitue un espace de travail ayant pour but d'assurer une continuité pédagogique de qualité et qui permet particulièrement pendant la crise sanitaire que nous traversons de maintenir le lien entre l'école et les familles. À ce jour, l'ensemble des écoliers des écoles publiques de la commune disposent d'un accès à I-Primo pour un budget de 1 141,20 € TTC pour l'année scolaire 2021-2022. La commission vie des écoles réunie le 30 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver la convention d'adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique de travail dans les écoles de l'Académie de Nantes jointe en annexe. Autorisez Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre à l'unanimité? Merci. Point suivant, Isabelle Ronino. Madame Ronino, excusez-moi. Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement concernant le réseau aide spécialisé aux élèves en difficulté, donc d'IRAZ, et que vous aviez en annexe numéro 11. Le RASED a une mission d'aide directe auprès des élèves, suivi individuel ou en petits groupes bilan, et d'aide indirecte auprès des enseignants, analyse conjointe des difficultés et conseils. Il est composé d'une psychologue de l'éducation nationale, d'une enseignante spécialisée à dominante pédagogique et d'une enseignante spécialisée à dominante rééducative. Ces personnels rémunérés par l'éducation nationale font partie des équipes pédagogiques des écoles publiques des communes de Frosset, La Bernerie, Chauvet, Les Moutiers, La Plaine-sur-Mer, Préfaille et Pornic, soit environ 1500 élèves de la petite section au CM2. Le RASED intervient dans chacune de ces écoles et potentiellement tous les élèves sont concernés par une intervention du RASED. Le RASED est rattaché administrativement à l'école publique de La Bernerie. Conformément au Code de l'éducation, l'État prend en charge les dépenses de rémunération des personnels et les communes doivent assurer les dépenses de fonctionnement. Il convient donc d'établir une convention intercommunale afin d'établir la répartition des charges pour chacune des communes proportionnellement au nombre d'élèves présents dans les écoles. La commission vie des écoles réunie le 30 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver la convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement du réseau aide spécialisé aux élèves en difficulté RASED, jointe en annexe. Autorisez Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Leparoux. Alors, ce n'est pas tout à fait une question, hein, c'est juste pour indiquer qu'on est ravis de constater qu'en discussion donc, avec la nouvelle inspectrice académique, comme vous nous l'avez indiqué, la ville de Pornic apporte sa part donc, pour le fonctionnement du réseau d'aide aux enfants en difficulté scolaire. Donc, que enfin
Pornic apporte sa part, hein, puisque ce réseau existe, est apparu sur le territoire français en 90. La dernière circulaire date de 2014, donc c'est pas nouveau. Et ici, jusqu'ici, il était pris en charge entièrement au niveau du fonctionnement par les communes avoisinantes. Donc on est ravis qu'aujourd'hui, Pornic prenne sa part de charge. Merci. Alors, on va être d'accord sur un sujet, c'est que je suis aussi ravie qu'on puisse enfin pouvoir débloquer ce dossier concernant le RASED, qui n'est pas un dossier que nous partageons enfin. Pour vous expliquer, et je pense que j'avais peut-être été claire en commission, ce dossier est un dossier qui a commencé à être évoqué en 2015 par la précédente inspectrice, qui souhaitait justement que le RASED obtienne un financement de toutes les communes de la circonscription. Donc, il n'y a pas que Pornic. Hein ? Donc ça, c'est une première chose. Et donc, les événements, le manque peut-être de motivation des collectivités, ont fait que ce dossier a traîné. Effectivement, avec l'arrivée de la nouvelle inspectrice, nous avons pu débloquer ce dossier. Je précise que c'est aussi un gage de confiance par rapport à l'éducation nationale et par rapport à la ville, puisque nous allons piloter pour toutes les communes de la circonscription dans un premier temps et nous allons agrandir après, parce qu'il y aura peut-être Saint-Brévin qui viendra se rajouter, on verra, et qui va devenir gestionnaire aussi par rapport aux autres communes. Donc ce n'est pas, quand vous dites, vous êtes contente que enfin Pornic porte ce dossier, non, on est content enfin que ce dossier soit porté. C'est différent. J'entends, jusqu'à maintenant, le fonctionnement était bien pris en charge. Il y avait zéro fonctionnement des communes. Bah oui. Il n'y avait pas de fonctionnement des communes. Il y avait la bernerie qui assurait, si vous voulez, l'électricité, le téléphone, etc. Et il y avait Saint-Brévin qui assurait et qui donnait une subvention à hauteur de 2 500 € et qui a financé le fameux logiciel WISC 5. Donc, il était temps, justement, qu'on puisse faire bénéficier et faire fonctionner ce RASED. Et c'est aussi ce que je vous ai précisé, c'est que pour la première fois en conseil d'école, nous avons le plaisir de rencontrer l'équipe pédagogique qui fait fonctionner le RASED. Donc voilà, on n'a pas de retard, bien au contraire, on est devenu pilote et porteur du projet. Donc c'est plutôt bien. Merci, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité. Merci. La coopération intercommunale, je vais laisser la parole à Mme Hugues pour le point 1. Le premier point, c'est la création d'un service commun direction des systèmes d'information entre la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré et la ville de Pornic. Vous aviez les éléments en annexe numéro 12. Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres se trouvent aujourd'hui impliqués plus que jamais dans une logique de coopération, de mise en cohérence de leurs actions et d'optimisation de leurs moyens au service des projets du territoire. La communauté d'agglomération et la ville de Pornic ont décidé de créer à compter du 1er janvier 2022 un service commun direction des systèmes d'information avec pour objectif de structurer un service permettant de répondre pleinement aux besoins en matière de sécurisation des systèmes informatiques, de permettre une montée en compétence du niveau des infrastructures et de disposer d'une réelle expertise pour la maintenance et l'accompagnement des utilisateurs. Une convention portant mise en commun du service direction des systèmes d'information a été élaborée afin de définir l'objet et les modalités de fonctionnement de ce service commun. La création de ce service commun s'inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation des moyens. Le comité technique réuni le 9 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et créer à compter du 1er janvier 2022 le service commun direction des systèmes d'information entre la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré et la ville de Pornic. Approuver la convention constitutive du service commun coordonné par la communauté d'agglomération. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Et charger monsieur le maire ou l'adjoint délégué de notifier cette décision aux services préfectoraux et à la trésorerie. Si, y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Convention de mise à disposition des ressources informatiques. Donc les éléments de cette deuxième convention étaient en annexe numéro 13.
Dans la perspective de la création du service commun dont on vient de parler, la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Ré et la ville de Pornic se sont entendus pour mutualiser des moyens d'infrastructure serveurs et sécurité depuis le 1er juillet 2021. Cette collaboration va se poursuivre à compter du 1er janvier 2022. Il est donc proposé de passer une convention de mise à disposition de ressources informatiques entre la ville et la communauté d'agglomération pour une durée de 5 ans. La participation de la ville sera intégrée dans les attributions de compensation. Pour 2022, cela correspond à 20 147 € en fonctionnement et 12 966 € en investissement. La commission des finances réunie le 29 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver la convention de mise à disposition de ressources informatiques entre la ville de Pornic et la communauté d'agglomération. Ah oui, il y a une petite communauté d'agglomération. Pornic-Agglo-Pays de Ré, jointe en annexe, autorisez monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Les ressources humaines, chapitre 7, la mise en place du dispositif service civique. Je repasse la parole à Mme Hugues. Et donc, vous aviez les éléments de cette délibération en annexe numéro 14. Donc, on rappelle que le service civique est un dispositif créé par la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010, dont le décret 2010-485 du 12 mai 2010 vient encadrer les dispositions. Il s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public pour accomplir une mission d'intérêt général d'au moins 24 heures hebdomadaires dans un des domaines ciblés par le dispositif. Dans ce contexte, le service civique offre la possibilité de proposer auprès des services publics répondant aux domaines reconnus prioritaires pour la nation, à savoir la culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport, des missions d'intérêt général permettant aux jeunes d'exercer leur citoyenneté tout en favorisant l'acquisition de compétences. Le service civique s'inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Il donne lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Ce dispositif s'inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante permettant aux jeunes d'exercer leur citoyenneté, d'acquérir des compétences et de réaliser une mission d'intérêt général valorisante. Le comité technique réuni le 9 novembre 2021 a émis un avis favorable à la mise en place de ce dispositif. Le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver le projet de mise en œuvre du service civique au sein de la commune de Pornic. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à déposer une demande d'agrément auprès de l'agence du service civique. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les contrats d'engagement avec les jeunes volontaires. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document se rapportant à ce dossier et décider que les crédits nécessaires en dépenses seront proposés au budget 2022, chapitre 012. Merci. Y a-t-il des questions? Excusez-moi. J'aurais voulu juste quelques petites précisions concernant les missions que nous allions confier à ces jeunes en service civique et puis combien de postes vous envisagiez sur ces missions-là. Et puis, juste espérer effectivement que les missions d'intérêt général soient valorisantes. Parce que, voilà, quand je dis ça, j'espère qu'une mission d'intérêt général est toujours valorisante. Bien sûr. C'est exactement notre logique, effectivement. Donc, on est dans la même logique que quand on accueille des stagiaires ou des apprentis. L'intention pour l'année, là, c'est d'en prendre 2. C'est le chiffre qu'on a fixé. Mais par contre, on est en train de recenser au sein des services de la ville quelles missions intéressantes peuvent proposer, qui est prêt aussi à donner du temps
pour accueillir ce jeune en service civique de manière justement à ce qu'il y ait une vraie mission valorisante d'intégration, etc., etc. Donc, le recensement est en cours auprès des services et on doit refaire un point là très rapidement, justement pour indiquer exactement dans quel service, pour faire quoi, et puis du coup pouvoir lancer la démarche. Mais on partage complètement que l'idée, c'est pas vraiment de dire on en fait, mais que ce soit totalement intégré. Et on sait bien que c'est, voilà, comme les apprentis, comme les stagiaires, tout ça, c'est bénéfique si ça part aussi d'un service et d'un encadrant qui a aussi envie de s'engager dans cette démarche pour que ce soit bon pour tout le monde, quoi. Merci. Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité, merci. La participation employeur à la protection sociale en annexe 15. Je laisse la parole à Mme Hugues. La loi numéro 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique permet aux employeurs publics de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires souscrites par leurs agents. Le décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011, je vais y arriver, prévoit que les garanties de protection sociale souscrites par les agents pouvant bénéficier de la participation de l'employeur doivent porter soit sur le risque santé, soit sur le risque prévoyance ou sur les deux risques. 2 dispositifs de mise en œuvre de la participation des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire de leurs agents peuvent être mis en place, la convention de participation ou la labellisation. Il est proposé que la collectivité apporte sa participation pour les 2 garanties à compter du 1er janvier 2022 en choisissant pour le risque santé le dispositif de labellisation qui permet aux agents de conserver leur propre contrat si ceux-ci ont été labellisés ou de choisir un contrat labellisé correspondant à leurs besoins. Pour la garantie prévoyance, la ville est adhérente depuis 2018 au contrat groupe proposé par le centre de gestion. La participation employeur sera mise en œuvre via cette convention de participation facultative. Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires stagiaires ou titulaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé. Il est proposé que la participation financière soit attribuée mensuellement directement à l'agent sans tenir compte des critères de rémunération et de situation familiale des agents pour un montant de 15 € pour la garantie santé et de 17 € pour la garantie prévoyance. Le comité technique réuni le 9 novembre 2021 a émis un avis favorable à ces propositions. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver la mise en place d'une participation financière à la protection sociale complémentaire sur le risque santé et sur le risque prévoyance. Approuver le choix de la labellisation comme dispositif de participation à la protection sociale complémentaire et la souscription au contrat groupe de la commune pour la protection prévoyance. Approuver les modalités financières de cette participation. Approuver que la participation soit versée directement à l'agent sur présentation d'un justificatif annuel d'adhésion à une offre labellisée pour la protection complémentaire santé et inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 à compter du 1er janvier 2022. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'oppose? À l'unanimité. Merci. Recensement de la population. Mme Hugues. Les éléments concernant la rémunération des agents recenseurs pour le recensement de la population étaient en annexe 16. Et donc, dans le cadre des opérations de recensement de la population organisées pour 2022, il convient de fixer la rémunération des agents recenseurs selon les propositions qui vous avaient été jointes en annexe. Le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver les conditions de rémunération des agents recenseurs pour l'année 2022, comme indiqué en annexe. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. L'actualisation du tableau des effectifs en annexe numéro 17, Mme Hugues. Donc, afin de prendre en compte les besoins au sein des services, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs par la création et la suppression de postes dont le détail vous avait été fourni en annexe. Le comité technique réuni le 9 novembre 2021 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et modifier le tableau des effectifs de la ville de Pornic joint, conformément aux propositions jointes en annexe, décider que les crédits nécessaires en dépenses sont inscrits au budget principal 2022 au chapitre 012. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Gris. Oui, dans l'annexe 17 on voit que, considérant les besoins, enfin, je lis une partie de l'annexe sur le service police municipale, considérant le besoin à renforcer de l'équipe
du service municipal, il est donc proposé de créer 2 postes d'agents de sécurité sur la voie publique. Donc, vous l'avez mis dans votre programme, donc c'est un point fort. J'espère que ces agents pourront faire ce travail de police de l'environnement, notamment, hein, qui est sur notre commune où on a des dépôts sauvages. On l'a vu auprès du client. Il ne faut pas attendre que le dépôt soit conséquent avant de pouvoir l'interdire par des arrêtés et des poursuites. Il faut agir en amont et par de la surveillance, et c'est important. Et il en est de même pour des coupes d'arbres ou de bois sauvages qu'on peut avoir sur certaines propriétés. Voilà, j'espère que ces renforcements permettront d'être plus efficaces sur ces points. Merci. A-t-il d'autres? Oui. Je voudrais juste profiter de l'occasion, puisqu'on en parle de la police municipale et que moi j'ai fini comme régulièrement les élus mon astreinte régulière hier et que c'était encore une semaine pas très facile. Et puisque finalement on est en conseil municipal de fin d'année, c'est l'occasion de dire qu'on a une police municipale qui a certes besoin de renfort, mais qui fait un travail admirable. Et en tout cas, moi je les remercie de l'accompagnement qu'ils peuvent apporter aux élus. Je m'y associe pleinement. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est pour? Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, pardon. Non, c'est que nous tenons à nous associer pour les remerciements à la police municipale. Il n'y a aucun souci à ça, bien évidemment. Ah, ça, je pense qu'on est unanime sur l'efficacité de notre police municipale, et j'apprécie que vous reconnaissiez qu'elle est efficace. Je vous en remercie. Sur ce, je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je remercie les services d'une façon globale, parce qu'on a quand même des excellents services. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et donc, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Bonne soirée à vous.